Bien, pardon. Alors, on va recevoir maintenant Alice de l'Église, qui est là-bas, voilà, j'ai vu, et qui est designer en santé. Enfin, elle se présentera encore mieux que ce que je le fais. Alors, j'avais eu le plaisir de participer il y a quelques années, lorsque je travaillais encore aux hôpitaux de Strasbourg, à une démarche, effectivement, de design en santé. Et ça m'avait profondément marqué parce que j'avais vu à quel point ça permettait de restructurer une équipe et de donner de la fierté à cette équipe dans l'aménagement et le fonctionnement de leur service. Et je voudrais quand même, avant de laisser la parole à Madame de l'Église, rendre hommage à Madame Carrier, qui était à la tête de la Fabrique de l'Hospitalité, qui était cette structure du design en santé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, et à qui on vient de fermer le service il y a quelques semaines. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Karcher pour l'invitation aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir intervenir. Donc, je m'appelle Alice de l'Église et j'ai 25 ans et je suis designer de services en santé. Donc là, je sais, c'est le moment où vous froncez les sourcils et vous vous dites qu'est-ce que c'est ce truc encore. Alors, le design de services en santé, moi j'aime bien le définir comme une branche du design, une façon de faire qui mobilise un ensemble d'outils et de compétences qui vont permettre en fait de concevoir des services au sein des structures de santé. Donc en très résumé, moi je travaille donc avec des structures de santé, donc centres de soins, hôpitaux, centres de rééducation, publics ou privés, et semi-privés. Et mon travail, il se caractérise essentiellement par une mobilisation des usagers pour concevoir des services et des projets. Donc je vais aller au cœur des milieux hospitaliers, je vais côtoyer les usagers, donc faire une phase d'immersion. En termes d'usagers, j'entends tout ce qui va être donc toutes les personnes qui font partie de l'hôpital, donc c'est-à-dire les soignants, les membres de l'administration, services techniques, mais aussi les usagers patients, les accompagnants, enfin toutes les personnes en fait qui font partie de l'écosystème de l'hôpital et qui utilisent ces services et ces lieux. Et donc on va passer du temps ensemble pour identifier ce que j'appelle des zones de friction, des besoins. Quand on identifie des besoins auxquels on peut répondre, eh bien, on met en place des temps d'intelligence collective où on va réfléchir ensemble à concevoir des projets en cohérence avec le besoin. Et donc la réponse à ces besoins, eh ben, elles peuvent être très très variées. Ça peut être autant de la conception d'objets en impression 3D par exemple, que de l'analyse et de la vulgarisation d'informations avec la création d'outils pédagogiques par exemple pour des groupes de travail. Ça peut être également donc de l'intelligence collective et tout ce qui est design thinking. Peut-être que vous avez entendu parler de ces méthodes qui s'insèrent de plus en plus dans les projets d'établissements soignants. Ça peut être aussi du design graphique, de la conception d'affiches, de documents, de création de documents d'information, de la conception d'espace, donc tout ce qui va être réaménagement d'espace, espace d'attente, espace d'accueil. Et puis j'ai mis design engagé. En vérité, c'est presque un peu bateau de le dire parce que je pense qu'il y a une forme d'engagement dans tout projet de design. Mais ça peut être des projets un peu plus artistiques. Là, c'était un projet de costume de femme enceinte pour sensibiliser au changement du corps lors de la grossesse. Donc ça, c'est tout ce qui fait pour moi le design de services en santé. Et c'est un design que j'aime bien définir par un petit slogan, c'est avec les usagers, pour les usagers. Donc on fait vraiment avec et pour que ce soit vraiment en cohérence avec les besoins. Alors je vous avais remis mon parcours. L'avantage quand on a 25 ans, c'est que le parcours, il n'est pas très long, donc ça va aller vite. Donc je suis diplômée des Beaux-Arts de Nancy, donc l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, d'un master en design de services en santé. C'est dans le contexte de mes études que je me suis intéressée au design en milieu hospitalier. Et notamment, je me suis beaucoup inspirée, mais j'ai aussi réalisé des stages auprès de laboratoires de design pionniers en France dans le domaine de la santé. Donc il y a notamment la Fabrique de l'Hospitalité dont M. Karcher a parlé tout à l'heure, qui était vraiment un laboratoire fondateur du design hospitalier sur le territoire français. Je me suis aussi beaucoup inspirée et intéressée au LABA, qui est un laboratoire au GHU de Paris qui est vraiment intégré dans l'hôpital du GHU. Et puis le Fab Lab Héphaïstos, qui est un atelier de fabrication numérique intégré à l'hôpital Bicêtre à Paris, qui est porté par l'agence de design Humanity. Ça, c'est pour les études. Donc en 2022, j'obtiens mon master et à la suite de ce diplôme, je décide de faire un volontariat de service civique, donc au sein de l'unité de soins longue durée Saint-Stanislas à Nancy. Donc c'est une unité de soins pour les personnes âgées.
C'est un EHPAD très médicalisé, j'aime bien le résumer comme ça. Et donc là, je passe 8 mois à faire de l'animation auprès des personnes âgées, mais surtout, je suis au cœur du monde soignant puisque je côtoie des infirmières, c'était majoritairement des femmes, pour le coup, voire 100% de femmes, des aides-soignantes et des ASH. On parlait tout à l'heure de la mauvaise répartition, en tout cas, là, il y avait peu de présence d'hommes dans ces services. Je vais d'ailleurs beaucoup utiliser soignantes, infirmières, etc., parce que j'ai quasiment travaillé qu'avec des femmes. À la suite de service civique, j'ai eu la chance en 2023 d'être salariée d'un grand groupe, de l'UGCAM, donc en tant que designer de services en santé au sein de l'Institut régional de réadaptation de Nancy. Donc c'est le centre Louis-Pierre Quint, qui est un centre de réadaptation et médecine physique. Je l'ai mis en rouge parce que c'est dans ce contexte de travail que je vais vous présenter les deux projets. Voilà, les projets que je vais vous présenter ont été faits dans ce salariat. Donc ça a duré 6 mois. Et puis, depuis 2024 et ce début d'année 2025, je suis designer de services en santé indépendante, donc avec une auto-entreprise. Et en parallèle, je suis aussi chargée de médiation culturelle pour une galerie de photographie qui s'appelle la galerie P4, dont je vous ai ramené des petits flyers, je les laisserai sur la table, qui est une galerie de photographie qui a la particularité d'être intégrée au CPN de Nancy. Donc c'est le centre psychothérapique de Nancy, dans le cadre du projet Culture Santé Autonomie, pour faire venir la culture dans les lieux de soins. Voilà, en très résumé. Lorsque Monsieur Karcher m'a appelé pour parler, pour cette intervention aujourd'hui, je me suis dit comment est-ce que je vais vous présenter le design de services en santé sans que ce soit trop présomptueux et sans dire que le design est un super vecteur pour amener du sens au travail. En vérité, en fait, en réétudiant les projets que j'ai pu faire, je me suis aperçue que c'était l'un des effets secondaires des projets que j'ai eu l'occasion de mener avec des professionnels de santé. Donc le premier projet que je voulais aborder avec vous, il s'agit d'une plaquette de présentation pour le secteur de réadaptation professionnelle du centre Louis-Pierre Quint. Petite parenthèse, le centre Louis-Pierre Quint, donc c'est un centre de réadaptation et médecine physique qui est situé à Nancy, dans un super beau bâtiment assez récent. Et j'aurais dû vous remettre une photo d'ailleurs. Et c'est un centre dans lequel j'ai remarqué qu'il y avait assez peu de turnover soignants. Là, vous me direz, trop bien, c'est des soignants qui sont plutôt bien payés, ça va. Le contexte de travail est chouette, le cadre est agréable. Donc, a priori, pas de problème. Sauf que moi, j'ai rencontré des soignants qui, justement, de par parfois leur ancienneté ou de par le fait qu'ils faisaient pour certains presque partie des murs, c'est des gens qui sont là depuis la création même des services de soins, eh bien, il y avait justement cette perte de sens et surtout une perte de reconnaissance du travail de ces soignants. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mince, c'est vrai que même quand on est bien dans un contexte de travail, dans un lieu, finalement, il peut y avoir aussi d'autres choses qui sont désagréables. Et donc, c'est une des choses principales que j'ai eu l'occasion de remarquer lorsque j'ai commencé à travailler dans le centre. Donc, pour vous réexpliquer le contexte, moi, je suis embauchée par ce centre de réadaptation et je suis rattachée à un secteur qui s'appelle le secteur de réadaptation professionnelle. C'est un secteur de réadaptation qui accueille des patients pour qui la question du travail se pose, c'est-à-dire que c'est des patients qui souvent sont en arrêt de travail pour des raisons de santé et à qui on dit votre état de santé physique et ou cognitif ne vous permet pas ou peut-être pas comme avant de reprendre votre travail. Et donc, vous allez aller dans un service de réadaptation où on va vous mettre en condition dans des ateliers comme donc, des ateliers bâtiments et espaces verts ou ateliers menuiserie pour reproduire par exemple des gestes comme dans l'industrie, des gestes très répétitifs ou dans le domaine du tertiaire si vous êtes dans ce domaine-là. Et on va dans ces ateliers évaluer vos capacités physiques et cognitives pour reprendre votre activité professionnelle. Donc chaque soignant anime un atelier, ils sont à peu près une dizaine de soignants et il faut savoir que ce secteur de réadaptation professionnelle, il arrive vraiment, c'est un service en fait qui est vraiment en bout de chaîne de réadaptation. Pour quelqu'un qui par exemple, accident du travail, s'est fait broyer la main et donc s'est fait amputer de la main, il va y avoir tout un travail de rééducation en amont avec des kinés, avec des ergothérapeutes et kinésithérapeutes. Et puis, en bout de réadaptation, une fois que tout ça a été fait, la question du travail se pose et donc on fait une réadaptation professionnelle, ce qui n'est pas le cas pour tous les patients. Et donc, il y avait une forme un peu de mise à l'écart de ce service qui, en plus, géographiquement, je pense que je peux vous le montrer. Voilà, c'est le service qui est en vert. C'est le service en fait qui est vraiment à l'autre bout du monde. Il faut savoir qu'en plus on traverse une passerelle qui traverse un canal, donc c'est physiquement un service qui est très éloigné et qui en plus est en bout de réadaptation. Et donc, dans ce service-là, en fait, on se rend compte que les professionnels ne communiquent plus les uns avec les autres au sein du service,
mais aussi que ce service n'est pas du tout compris et reconnu dans le reste du centre. La plupart des autres professionnels de santé ne connaissent pas les professionnels qui travaillent dans ce service-là, n'ont aucune idée de ce qui s'y passe, ne savent pas quel est le parcours du patient, et en fait, il y a une espèce de flou artistique. Et même au sein du secteur, les professionnels ont du mal à se définir. Quand je demande, en fait, pour essayer de comprendre ce service dans lequel je vais travailler pendant plusieurs mois, ce qui s'y passe, quel est le parcours du patient, quelles sont les valeurs aussi du service, eh bien, quasiment tout le monde est incapable de me répondre. Donc, le premier travail qu'on a fait ensemble, et qui a été en fait un point de départ à la base, moi, pour travailler, ça a été de définir ce secteur de réadaptation professionnelle et de le faire en collectivité, enfin de le faire collectivement. Donc avec l'ensemble des professionnels de ce secteur, donc c'était des ergothérapeutes et des formateurs RIS professionnels. On a défini ensemble ce que c'est que le secteur de réadaptation pro, quelles sont les valeurs de ce secteur, quels sont les différents ateliers, quel est aussi le parcours du patient quand il arrive dans ce secteur, quels sont les jalons aussi de ce parcours, est-ce qu'au bout de tant de temps de réadaptation, il y a un rendez-vous avec le médecin, par exemple, pour faire le point, est-ce que, voilà, quels sont aussi les tenants et les aboutissants de cette réadaptation, qui sont les partenaires extérieurs pour la reprise au travail. Ça a été vraiment un projet qui s'est déroulé sur plusieurs mois. On a mis beaucoup de temps pour définir ce document-là. Et la première chose que j'ai pu remarquer quand on a travaillé, c'est que déjà, ça a ramené du dialogue au sein de l'équipe. C'est une équipe qui se parlait plus beaucoup, qui travaillait un peu chacun dans son coin. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens se sont mis à communiquer pour ce document de présentation, pour le définir. Et on recommençait un peu à travailler ensemble. Donc déjà là, je me dis, chouette, c'est cool. Ça veut dire que déjà, on opère un glissement au sein du service. La deuxième phase de ce projet, c'est qu'on l'a confronté aux usagers patients. Donc on a travaillé avec des patients qui nous ont fait leur retour sur ce document-là. Et on a même été un peu plus loin, puisque au sein du service, il y avait une dame qui était en réadaptation professionnelle, qui est professeure au sein du pôle Infocom de l'Université de Lorraine. Autant vous dire que les documents de présentation, c'est son travail. Donc on a bossé avec elle, et elle nous a notamment beaucoup aidé, de par son expérience professionnelle et de par son expertise en tant que patiente, pour vraiment retravailler ce document pour qu'il soit le plus efficace que possible, à la fois pour faire connaître le secteur aux autres professionnels du centre Louis-Pierre Quint, mais aussi pour le faire comprendre des patients. Puisque l'idée, c'était vraiment à la fois de redéfinir ce secteur-là pour les professionnels qui y travaillent, mais aussi de faire connaître et reconnaître le travail qui est fait dans ce service. Et ça me fait référence à ce que disait Madeleine tout à l'heure, Dr Ruhlmann, sur vraiment le besoin de reconnaissance au travail qui est important et qui, pour le coup, était assez absent dans ce secteur-là, de par le fait qu'il soit en bout de chaîne, en fait, un peu mis à l'écart. Le résultat de ce document-là, c'est qu'à l'issue de cette conception, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait réussi à faire connaître le secteur davantage dans le centre. Les autres professionnels venaient davantage nous voir. Notamment, on a monté un atelier de fabrication numérique avec une imprimante 3D qui était donc dans ce secteur. Et on a réussi à fédérer et à faire venir des soignants de d'autres secteurs, donc de l'autre côté de la passerelle, pour venir faire des impressions numériques chez nous, notamment un professionnel au secteur de réadaptation de la main qui venait imprimer des orthèses en impression 3D. Donc ça a permis aussi de créer du lien avec d'autres services qui ne se faisaient pas du tout avant. Et puis de donner aussi vraiment de poser le sens du service pour les professionnels qui y travaillent. Aujourd'hui, donc moi, je ne suis plus dans ce service-là et c'est un document qui vit tout seul. Et ça, c'est aussi une des conséquences de l'intelligence collective. C'est que quand on mobilise en fait une équipe sur un projet commun, un projet cohérent, et bien ensuite, elle se charge de faire vivre le projet même quand on n'est plus là. Donc c'est un document qui est régulièrement mis à jour et qui est toujours imprimé et distribué au sein du centre. Donc ça, pour moi, c'est le petit check qui dit que c'est un projet qui fonctionne bien. Le deuxième projet que je veux vous présenter, alors par avance, c'est un projet qui n'est pas allé à terme puisque ma mission s'est terminée avant qu'on ait eu le temps d'aller au bout. Toujours dans le centre de réadaptation Louis-Pierre Quint, donc je vous ai remis le plan. Donc ça, c'est le plan que du premier étage. Il y a aussi un rez-de-chaussée et un deuxième étage, sinon c'est pas drôle. Donc quand je travaille là-bas, on se rend compte, c'est l'ensemble des soignants qui travaillent dans ce centre, qu'il y a un problème de signalétique, parce que les patients se perdent. Ils se rendent compte que le premier jour, entre autres, le jour de l'admission des patients, les gens sont complètement perdus. Donc il y a des patients qui errent dans les couloirs. Bien évidemment, les couloirs se ressemblent tous. La signalétique n'est pas à jour, et c'est un centre qui est très grand. Et donc on se rend compte qu'il y a un problème de signalétique. Donc la réponse, quand on peut le faire, j'ai l'impression dans les milieux hospitaliers, c'est de créer un groupe de travail.
Donc l'administration crée un groupe de travail avec un soignant de chaque secteur, plus ou moins volontaire, pour pouvoir justement revoir cette offre de signalétique. Et moi, on me parachute là-dedans en se disant on va mettre une designer, ça fera bien. Effectivement, en vrai, c'est pas bête, c'est pas incohérent. Donc je me retrouve parachutée dans ce groupe de signalétique et le premier truc que je fais, c'est faire ce qu'on appelle du shadowing, de l'immersion, donc shadowing pour shadow, l'ombre. Et je passe beaucoup de temps avec les professionnels et les patients, notamment sur ce fameux parcours d'accueil. Parce que c'est vraiment ce qui pose le plus problème. C'est le premier jour, quand on arrive dans ce centre, où est-ce qu'on va se diriger, quelles sont les différentes étapes du parcours d'accueil. Donc je passe pas mal de temps pour analyser ce parcours-là. Donc je suis des patients, notamment sur ce fameux premier jour, et je me charge de faire la transcription graphique de ce parcours d'accueil. Donc ça, c'est un truc qui n'existait pas à l'origine, c'est-à-dire que ce parcours, il est implicite. On va dire aux patients, maintenant, vous allez au bureau des infirmières, et puis on envoie le patient au bureau des infirmières. Pour vous faire vite fait le déroulé de ce parcours, donc le patient arrive, étape numéro 1 et 2, il doit se présenter au bureau d'accueil administratif pour un enregistrement administratif, donc auprès des agents administratifs. Et puis, une fois que cet enregistrement administratif est fait, il est envoyé au bureau des infirmières, donc pour l'étape numéro 3, qui se situe au 2e étage. Déjà là, il y a une petite incohérence de parcours parce que ça fait pas mal de déplacements. Ce moment au bureau des infirmières, il est très important. Je dis infirmière parce que c'était que des femmes. Il est très important parce que c'est le moment où l'infirmière va ouvrir le dossier médical du patient. Ce qui va permettre au médecin, à l'étape numéro 4, je pense que c'est écrit trop petit pour que vous puissiez lire, du coup. À l'étape numéro 4, ça permet au médecin de pouvoir remplir le dossier médical et notamment de faire la prescription de soins pour le patient qui va être pris en charge. Sauf que, on s'est rendu compte que beaucoup de patients, il faut savoir que le lundi matin, il y a à peu près une quarantaine de patients qui font une admission. Donc ça veut dire 40 patients qui font ce parcours-là, avec des médecins différents qui font les prescriptions, mais pour les agents d'accueil et les agentes infirmières qui font l'inscription médicale, c'est elles qui gèrent les 40 patients. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que certains patients, parce qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas ce schéma de parcours patient, ils zappent l'étape numéro 3. Ils vont directement du bureau administratif vers la consultation au médecin. Et c'est le moment où le médecin reçoit le patient, pensant qu'il est passé auprès des infirmières, veut ouvrir le dossier médical et pas de dossier médical, parce que le patient n'a pas vu les infirmières. C'est le moment où le médecin prend le téléphone, appelle les infirmières, et vous n'avez pas ouvert le dossier médical du patient. En fait, là, à ce moment-là, il y a un point de tension, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a un grain de sable dans la machine, et donc on va dire la réaction humaine, c'est d'accuser la personne de l'étape d'avant, dire elles n'ont pas ouvert le dossier médical. Et les infirmières vont dire oui, mais c'est les agents d'accueil qui ne nous ont pas envoyé le patient. Et donc là, on se dit, la conséquence de ça, c'est que les agents d'accueil et les infirmières ne se parlaient plus. Il y avait vraiment une fissure, en fait, entre les deux, ce qui est quand même bête parce qu'elles sont amenées à travailler sur le même parcours. Autre paramètre, elles sont managées par des personnes différentes. Donc, du coup, il n'y a pas de coordination aussi au niveau de ce parcours d'accueil. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a à ce moment-là beaucoup de tensions humaines au sein de ce parcours. Alors qu'en fait, quand on dézoome, c'est juste un problème organisationnel. Quand on dézoome, on se rend compte que peut-être il faut un document de présentation avec la schématisation de ce parcours qu'on envoie au patient une semaine avant son admission par mail, par exemple. Peut-être que c'est aussi un parcours d'accueil qu'on matérialise par un fléchage cohérent, avec des numéros, des points d'étape. Peut-être que juste, il faut une réorganisation à ce moment-là de ce parcours d'accueil, juste le rendre plus lisible plus visible et cohérent de tous, donner aussi les mêmes informations à tout le monde, aux patients et aux professionnels de santé. C'est un projet qu'on n'a pas pu mener jusqu'au bout. J'espère un jour pouvoir le reprendre, je ne perds pas espoir, mais aussi pour vous dire que parfois on a des tensions qui sont très humaines et qui en fait, grâce au design, mais parce que le design permet aussi dans certains cas d'avoir une vision globale, permet d'identifier que les tensions elles ne doivent pas être humaines mais elles sont juste organisationnelles et il suffit d'un petit glissement pour parfois apaiser les tensions et avoir un impact du coup sur la qualité de vie au travail. C'est surtout ça que j'ai pu mesurer, c'est vraiment l'impact de la qualité de vie au travail que peut avoir le design et grâce à ces projets aussi d'intelligence collective. Et du coup, on n'a plus le... C'est pas grave. C'est bien parce que c'est la conclusion. Merci de m'avoir écouté. Donc, sur l'écran, vous retrouvez, en flashant le QR code, vous avez mon site internet que vous pouvez aussi retrouver avec alice-deleglise.fr, mon mail et mon LinkedIn pour ceux que ça intéresse. Voilà, et je crois qu'il reste un petit peu de temps pour les questions. Voilà.
Et merci beaucoup. Et on peut effectivement prendre une ou deux questions avant la pause. Alors, d'une façon générale, il faut impérativement que les questions soient posées au micro, même si vous êtes prêts, parce qu'en fait, il y a un enregistrement, une captation de la journée. Et si on veut que les questions soient également entendues lors de la captation, on va vous faire passer un micro, si vous avez des questions dessus. Non, allumez-le. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, docteur Ullmann, merci Madame Léglise pour vos interventions. Je pense qu'elles vont bien en contrepoint l'un de l'autre. Vous avez dit, docteur, effectivement, que vous mettiez en avant le fait que quand les difficultés rencontrées étaient mises sur les personnes, mais il y a souvent effectivement des questions liées à l'organisation, donc qui sont du rôle du management. Et Madame de l'Église, vous avez apporté des solutions pratiques. Et donc moi, je voulais savoir, est-ce que votre point de vue à deux, est-ce que la généralisation de ces types de solutions dans un environnement financier dominé par la financiarisation, la recherche du nombre, est-ce que c'est finalement la cautère sur la jambe de bois, ou est-ce que ça peut apporter des solutions plus long terme, qui permettent effectivement dans toutes les organisations de redonner du sens au travail pour les personnes qui y sont? Je pense que Oui, c'est bon. la réponse d'Alice de l'Église à travers ce qu'elle a dit, et c'est cohérent avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est la question de la prise en compte globale de la situation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi sa mission s'est arrêtée, pourquoi est-ce que cette démarche de fléchage et de reconstruction du parcours d'arrivée n'a pas pu se faire, et pourquoi est-ce que ça avait été si commode auparavant d'attribuer à des questions de personnes une question de fonctionnement, ce qui est la même question que pourquoi est-ce que l'expérience de Christelle Carrier a dû être arrêtée. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est pas seulement le fait de faire une construction en 3D d'orthèses. Bien sûr, ces orthèses sont importantes pour les gens qui en ont besoin. Mais ce qui est surtout important, c'est que tout le monde ait travaillé ensemble. Et le fait que tout le monde ait travaillé ensemble, ça constitue une manière de travailler autrement. Et du coup, ça n'est plus un cautère sur une jambe de bois. Ça oblige l'organisation à se remettre en question. Et donc, les organisateurs à se remettre en question. Et parfois, c'est parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question que les expériences s'arrêtent. Et pas pour des raisons de sous, mais juste parce que, ah non, ça dérange trop la hiérarchie de réfléchir autrement et de ne pas attribuer à la mauvaise humeur des infirmières les dysfonctionnements. Et si je peux juste rajouter, en fait, que concernant l'expérience de Mme Carrier, c'est qu'elle s'occupait également du financement des aménagements qu'elle mettait en place en cherchant des financements privés. C'est-à-dire que, en grande partie, les financements de ce qu'elle proposait de mettre en œuvre étaient des financements qu'elle recherchait elle-même, enfin que son service recherchait elle-même à l'extérieur. Donc, c'est même pas une question. C'est vraiment pas une... Oui, pardon. Non, ça. Moi, je vais avoir deux éléments de réponse et bon, je me tire peut-être une balle dans le pied, mais c'est pas grave. J'ai la faculté de mettre les quatre pieds dans le plat, donc c'est bien. Sur la question justement de déranger les institutions, généralement, oui, effectivement, on vient un peu chatouiller la hiérarchie et c'est quelque chose qui plaît pas toujours. Moi, j'ai tendance en plus à pas m'en rendre compte, c'est-à-dire à venir chatouiller des choses qui sont vraiment très sensibles parce que parfois on découvre le monde soignant et en fait, il y a des strates de tension qu'on n'imagine même pas. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, peut-être plus précisément sur ma mission à moi. Donc moi, j'étais en contrat CDD, c'était indiqué dès le départ. Je suis rentrée dans un contexte effectivement de mutation du système de cotation des actions soignantes. Donc c'est-à-dire que chaque soignant cotait ses actions avec un code dans un logiciel, ce qui permettait au nombre d'actions de soins réalisées d'obtenir des financements de la part du centre. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'est peut-être pas exactement ça dans le détail, mais...
Et moi, en tant que designer, je n'ai pas de code. C'est-à-dire que je ne pouvais rentrer aucune cotation. D'ailleurs, je n'avais pas accès au logiciel. Donc moi, en fait, mon travail, il n'était pas quantifiable en termes de code qu'on peut monétiser. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le Fab Lab que j'ai animé, donc dans l'unité d'impression 3D dont on parlait avec les soignants, eux, pouvaient coter des actes par rapport à la conception en impression 3D, puisqu'il y en a qui existent de plus en plus. Et alors que je faisais la plupart du travail et que je ne pouvais pas, moi, coter ces actes-là. Donc, en gros, il y avait pas mal de travail qui était assez invisible aux yeux de la hiérarchie et des comptables, en gros. Oui, bonjour, je m'appelle Aurélie. C'était simplement pour vous remercier parce que je travaille depuis longtemps actuellement à l'hôpital et ce que vous décrivez comme micro-tension quotidienne et rupture de communication entre les différents corps de métier, je l'ai observé aussi, mais peut-être pas en dézoomant comme vous le faites. Et je voulais vous dire que ça m'a fait penser à la charte du Verstollen, ce qui ne peut être volé de Cynthia Fleury, sur lesquelles je m'appuie énormément. Et ça m'encourage de voir que vous déployez concrètement des choses, même si ça n'a pas encore abouti, mais qu'on va vers là. Et il ne faut pas que des soignants à l'hôpital. Ça ne suffit pas. Merci beaucoup. Merci.